Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et je vous en remercie. À Bruxelles, il y a eu un forum sur les investissements en Afrique, les investissements de l'Union européenne. C'est un forum, comme vous devez l'avoir suivi, le forum Global Gateway sur les investissements européens en Afrique, qui s'est donc déroulé du 9 au 10 octobre. Plusieurs grands projets, comme nous l'apprenons en Afrique, profitent de l'appui de l'Union européenne de cette initiative. Le corridor de l'Obito, par exemple, nous en avons parlé. Ce projet ferroviaire visant à relier la Zambie à l'Atlantique via la République démocratique du Congo et l'Angola pour pouvoir exporter les ressources minières des pays de la région. Mais il y a également la Grande Muraille verte qui prévoit de restaurer la végétation dans le Sahel, de Dakar à Djibouti, ou encore la mise en place d'usines de production de vaccins biotech. Ce sont des projets de grande ampleur, des projets colossaux, des projets quand même aussi d'une grande utilité. Et c'est donc l'Union européenne, en collaboration étroite avec la Banque mondiale, qui s'engage sur cette voie du financement, d'investissement en Afrique, dans les pays africains. Nous avons cité 3 projets, mais il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres, et donc l'Union européenne s'engage. C'est pour cela d'ailleurs que ce forum s'est tenu à Bruxelles. C'est un événement majeur, puisque nous avons vu, il y avait plusieurs présidents africains, plusieurs chefs d'État. Et nous apprenons par exemple qu'à l'issue de cette grande messe, l'Union européenne a promis à l'Afrique du Sud 11 milliards d'euros d'investissement dans ce pays. Et il est dit que les investissements en Afrique vont insister sur la transition énergétique. On comprend, c'est à la mode, la transition énergétique. Mais ce que je veux dire, justement, même si on voit que ce sont des projets de grande utilité, on se demande si les promesses qui ont été faites vont être mises en application. Est-ce que ça va être réalisé? Parce qu'il y a des promesses, bien entendu, mais il y a également les actes. Et c'est ça le premier défi. Ça veut dire, est-ce que l'Union européenne et les pays de l'Union européenne vont concrétiser les promesses qui ont été faites à Bruxelles? Évidemment, il y a de l'espoir, puisqu'il y a cette volonté. Pourquoi la volonté d'ailleurs? Puisque ce n'est pas de la philanthropie. Si l'Union européenne veut aller en Afrique, investir massivement en Afrique, ce n'est pas par hasard. C'est pour concurrencer d'autres puissances, notamment les États-Unis et la Chine, qui, évidemment, investissent aussi massivement. Et d'ailleurs, on parlait du corridor de l'Obito. Le corridor de l'Obito, normalement, c'est un projet américain qui vise également à concurrencer d'autres projets chinois dans la région. Mais pourquoi est-ce que l'Union européenne veut investir aussi dans ce projet américain? C'est évidemment pour en profiter, puisque le corridor de l'Obito vise, et nous venons de le dire, à faciliter les exportations des minerais vers d'autres cieux, ça veut dire aux États-Unis, mais l'Union européenne également veut importer des minerais de la région, surtout de la République démocratique du Congo. D'où justement l'intérêt que manifeste l'Union européenne pour ce projet du corridor de l'Obito. Mais il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. Donc, le premier objectif de l'Union européenne, c'est de pouvoir concurrencer les États-Unis et la Chine. Est-ce que l'Union européenne a les moyens de concurrencer les États-Unis et la Chine? C'est une question qu'on peut se poser. Non pas que les pays européens n'ont pas de ressources pour pouvoir concrétiser les projets, mais c'est parce que tout simplement, il y a des freins majeurs.
Parce que l'Union européenne, évidemment, c'est une communauté qui a des visées, qui a des objectifs bien réels, mais en réalité qui a également des obstacles. Et l'un des obstacles, justement, c'est la cohésion. La cohésion, l'Union européenne, ne vous y trompez pas, est une communauté qui est très divisée. Pour pouvoir prendre des décisions concrètes, il faut que les 27 se mettent d'accord. Or, il y a des pays maintenant. Il faut savoir que l'Union européenne, maintenant, les pays européens, les principaux pays européens, sont maintenant en opposition presque frontale avec la Russie, notamment après l'invasion russe en Ukraine. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, les pays de l'Union européenne ont pris des sanctions contre la Russie. Et les contrats qui est lié, par exemple, dans le cadre du commerce, par exemple, c'est la Russie qui livrait la grande partie du gaz aux pays européens. Donc, ils ont suspendu ces contrats. Ça veut dire qu'ils ont voulu que la Russie arrête son invasion. La Russie n'a pas voulu. Et évidemment, cela crée des tensions. Donc, il y a cette tension qui existe entre les pays de l'Union européenne et la Russie. Or, il y a des pays de l'Union européenne qui sont carrément pour la Russie. Dans ce bras de fer qui oppose l'Union européenne à la Russie, il y a des pays membres de l'Union européenne qui sont pour la Russie, qui soutiennent la position russe. On peut citer la Hongrie. La Hongrie, maintenant, est un allié de taille de la Russie au sein de l'Union européenne. Or, si on veut faire quelque chose et que la Hongrie s'oppose, ça veut dire que le projet ne va pas être réalisé. Évidemment, la Hongrie ne va pas s'opposer aux investissements de l'Union européenne en Afrique. Je pense que la Hongrie n'ira pas jusque-là. Mais si il y a des intérêts russes en Afrique, que les investissements de l'Union européenne veulent concurrencer, ça veut dire que la Hongrie va y regarder à deux fois avant de prendre la décision. Donc, l'un des obstacles majeurs de l'Union européenne, c'est la cohésion, c'est l'unité. C'est l'unité. Et donc, là, c'est le premier point. Le deuxième point, justement, c'est la présence des États-Unis sur le continent africain. On parlait du corridor de Lobito. Mais est-ce que le corridor de Lobito, même si l'Union européenne va y mettre des fonds, va investir là-dedans, mais c'est un projet américain. Ça veut dire que si les États-Unis se fâchent un tout petit peu avec un des pays européens, on va demander justement que cette collaboration s'arrête. Et puis, il y a la Banque mondiale maintenant qui collabore avec l'Union européenne dans ce forum, mais la Banque mondiale aussi est financée par les Américains en grande partie. Donc, ça veut dire en réalité, même si on dit qu'il y a des investissements qui vont être faits par l'Union européenne en Afrique, ça veut dire qu'il y a les États-Unis aussi qui sont présents et qui regardent ce qui doit être fait. Autrement dit, l'Union européenne, en réalité, n'est pas indépendante, n'a pas assez de liberté, assez d'autonomie pour pouvoir investir. Donc, c'est l'Union européenne qui le fait en collaboration avec la Banque mondiale, financée essentiellement par les États-Unis. Et donc, les États-Unis ont leur mot à dire. Ça veut dire en réalité que l'Union européenne, en quelque sorte, est un sous-traitant dans ces investissements qui vont être faits sur le continent africain. Cela ne veut pas dire que justement, ce n'est pas une bonne chose. Non, non, je ne dis pas ça. Je dis tout simplement que les investissements vont être réalisés grâce à l'appui des États-Unis. Même si c'est l'Union européenne qui est mise en avant, qui a organisé ce forum, mais en réalité, il y a
les États-Unis en filigrane. Et donc, c'est un manque d'autonomie qui interroge aussi. Voilà, mais cela ne va pas dire que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Ça veut dire que les États-Unis peuvent collaborer également avec l'Union européenne. Mais si il y a les projets financés essentiellement par l'Union européenne et que les États-Unis ne veulent pas que ce soit fait, ça veut dire que ces projets vont s'arrêter. Tout simplement pour dire que c'est les États-Unis qui chapeautent tout, même si on voit que c'est l'Union européenne qui se met en avant. Voilà. Dans tous les cas, les pays du continent africain vont en profiter et il était temps. Il était temps justement puisque l'Afrique accuse un retard criant par rapport aux autres continents, mais surtout les pays, surtout par rapport aux pays asiatiques et par rapport, disons, en ce qui concerne les infrastructures. Il n'y a pas de route. Et puis, il y a maintenant des ambitions de transformer les minerais localement, ce qui peut-être pourra se faire prochainement, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, l'Union européenne également va investir dans la transformation des matières premières sur le continent africain. Et c'est pour cela justement qu'on dit qu'il va y avoir, et c'est une très bonne chose, il va y avoir la création des emplois dans les pays africains. Les pays africains qui, pour la plupart d'entre eux, connaissent un taux de chômage très élevé. Et donc, c'est très positif. Il faut s'en féliciter. Mais il y a un autre obstacle, justement. Il y a un autre obstacle, c'est que les pays africains peinent jusqu'à présent à parler le même langage. Il y a des chefs d'État qui se détestent. Il y a des tensions, il y a des conflits entre les pays. Et justement, vous avez suivi ce qui s'est passé à ce forum à Bruxelles. Il a été question, encore une fois, le conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo s'est invité dans ce forum. Lorsque le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi, s'est adressé à son homologue rwandais qui était dans la salle, il lui a dit « Je vous invite à faire la paix avec nous ». Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Et le président rwandais n'a pas été très content parce que sa réaction a été plutôt hostile. Le Rwanda accusant Félix Tshisekedi non pas de tendre la main, mais plutôt de faire du cinéma grotesque, du cinéma politique grotesque. We are here to discuss partnerships. However, the term seems to mean different things to people. For some, it's about giving instructions
and setting conditions. For others, it means complying. Vous voyez donc, si on veut investir, si l'Union européenne veut investir en Afrique, il y a la République démocratique du Congo également qui attire les investissements, qui est partie prenante dans ce projet de corridor de Lobito dont on parlait. Mais si l'Union européenne investit et qu'il y a toujours cette tension, ce conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ça va être un problème. Parce que le Rwanda, justement, le président Paul Kagame était à Bruxelles pour parler affaires. Le président Félix Tshisekedi était là pour parler affaires, attirer les investissements dans leurs pays respectifs. Mais quand même, il y a ce conflit qui existe et qui est source de tension et qui peut évidemment être un handicap pour les investisseurs. Puisque si vous voulez investir dans cette région, il faudra investir dans, disons, dans l'Est de la République démocratique du Congo, le Rwanda voisin qui dispose des troupes sur le sol congolais, évidemment, peut jouer un rôle négatif dans ce cadre. Et c'est pour cela que le président Tshisekedi a appelé son homologue à ce que la paix soit faite. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, il y a cet obstacle également de manque de cohésion sur le continent africain. Je donne l'exemple du Congo, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Et vous savez également que le Rwanda connaît des problèmes avec le voisin du Sud, le Burundi. En Afrique de l'Ouest, vous savez des problèmes qu'il y a entre les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et les voisins comme le Bénin et la Côte d'Ivoire, les autres membres de la CEDEAO. Donc, ça veut dire que tous ces problèmes-là, finalement, ne vont pas faciliter les investissements en Afrique, même si il faudrait que cela se fasse, il faudrait justement que les projets louables qui sont là soient mis en exécution, mais avec les pays africains qui ne s'apprécient guère. Cela va créer des problèmes et ce sera des obstacles justement aux projets pourtant louables qui sont envisagés. Je parle des tensions entre les pays. Mais vous voyez également ailleurs, au Soudan par exemple. Au Soudan, il y a un conflit qui ravage ce pays. Une guerre civile terrible, atroce, avec des déplacements des populations, une crise humanitaire, l'une des plus graves au monde. Comment est-ce qu'on va investir au Soudan? Et pourtant, le Soudan est un pays très riche qui dispose des ressources, du pétrole, etc., etc. Mais avec la guerre qui est là, personne ne va investir là-bas. Il y a des obstacles majeurs. Ce que je suis en train de dire, même si je suis pour justement les investissements, ce qui a été dit au Forum Global Gateway est quelque chose de très positif, de très important, mais pour l'instant, il y a des problèmes énormes. Peut-être que ça se fera un peu plus tard, mais pour l'instant, je vois mal comment ces investissements pourront se faire. Il y a des concurrents, je parle des États-Unis, je parle de la Chine également, qui vont concurrencer l'Union européenne dans cette région. Mais il y a des problèmes internes au sein du continent africain, c'est ce que je suis en train d'évoquer. Il y a des disparités aussi. Il y a des pays qui sont pauvres. Voilà, ce n'est pas une tare. Il y a des pays qui ont des ressources dont on devrait profiter justement. Et c'est dans ces pays-là qu'il faudrait investir. Mais si on investit dans les pays qui ont des ressources et que d'autres qui n'en ont pas vont regarder comme cela, ou tout simplement ils vont essayer de mettre les freins, de mettre les bâtons dans les roues des pays qui ont des ressources.
Parce qu'il y a de la concurrence également entre les pays africains. Sans parler des tensions qui existent, des tensions palpables, des conflits ouverts. Mais il y en a d'autres aussi qui ont peut-être des tensions, des conflits latents qu'on ne voit pas, mais qui ne facilitent pas les investissements. Et donc maintenant, il y a ces promesses qui ont été faites et la présidente de la Commission européenne a annoncé que les objectifs de 300 milliards d'euros pour la période de 2021-2027 ont déjà été atteints et a fixé un nouveau seuil à 400 milliards. C'est beaucoup d'argent, mais comme je dis justement, j'ai peur que cela ne se fasse jamais. Parce que ce qu'elle dit, la présidente de la Commission européenne, ne sont que des promesses, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais dans tous les cas, il y a ce cadre qui a été tracé, qui est très positif. Les investissements en Afrique, on en a besoin, il faut que cela se fasse, même que cela se fasse, même si je dis, il y a de la concurrence entre l'Union européenne, entre les États-Unis, entre la Chine, il y a de la concurrence entre, il y a l'Union européenne bien entendu, mais il y a les États-Unis de notre côté, il y a la Chine de notre côté, tous lorgnent sur la richesse des pays africains, cela est normal. Il y a d'autres puissances peut-être qui ne sont pas aussi fortes que les trois, mais il y a par exemple la Turquie et puis il y a les pays du Golfe qui veulent évidemment aussi avoir leur part de gâteau et qui sont là. Et la concurrence va être féroce. Même s'il y a de la concurrence, le problème reste interne. Le problème des pays africains reste interne. À cause des conflits, à cause des tensions, à cause du manque de cohérence. C'est ça le plus important à savoir. Et donc, ces conflits majeurs, ces obstacles que nous évoquons, est-ce que cela peut être évité? C'est ce qu'il faudrait voir. Et pour éviter ces obstacles, justement, d'abord, il faudrait que les uns et les autres s'assoient autour d'une table et qu'on voit comment arrondir les angles. Comment résoudre les problèmes qui existent. Et en parlant, par exemple, justement de ce conflit à l'est de la République démocratique du Congo, on voit qu'on n'arrive pas à mettre en place des accords qui ont été signés. On voit justement, on a vu comment le président rwandais a répondu à son homologue congolais pour ce qui est de la mise en place de la paix des braves, comme l'appelait le président Tshisekedi. Il y a toujours cette suspicion, même si vous dites que vous voulez la paix, l'autre ne vous croit pas. Et pourtant, il y a des négociations qui sont en cours à Washington, à Doha, mais ça ne va pas. En parlant des pays du Sahel, par exemple, on a vu que le Bénin et le Niger n'arrivent pas à se parler pour l'instant. Et donc, il faudrait que les uns et les autres puissent résoudre les problèmes qui existent, parce que si les problèmes persistent, les investissements ne pourront pas se faire et le développement tant attendu ne pourra pas venir. Je ne vais pas parler maintenant, même s'il y en a aussi, les problèmes de gouvernance en Afrique. C'est un frein aussi majeur. Les problèmes de gouvernance qui existent en Afrique, les problèmes de corruption, j'en parlais récemment lorsque j'évoquais le cas du Bénin. Le Bénin qui veut aller de l'avant, mais également qui a ce problème chronique. Je parlais du Gabon, pas de Bénin. Du Gabon, de ce problème chronique de corruption. Or, la corruption est très criante dans la plupart des pays africains. Et si on ne peut pas résoudre ce problème de corruption, le problème de gouvernance de façon générale, on ne pourra pas parler affaires, on ne pourra pas
accepter les pays, tout simplement, les pays étrangers, l'Union européenne et les États-Unis, la Chine, voudront retirer leurs investissements. Et justement, ce sera un problème. Donc, il faut aussi résoudre les problèmes de gouvernance. Et je ne vais pas entrer là-dedans, mais vous savez qu'il y a aussi en Afrique un problème, quand je parle de gouvernance, il faut entendre les problèmes de dictature, le manque de transparence et le manque de démocratie. C'est un souci, c'est un souci. Mais ma foi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que il faut se réjouir de ce cadre qui a été... Il faut se réjouir justement de ce qui a été dit à Bruxelles, de ces promesses d'investissement en Afrique, mais encore une fois, il faut savoir franchir les obstacles, créer des conditions favorables pour les investisseurs, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Il faut savoir tout simplement, je pense que les investisseurs aussi en sont conscients et peut-être qu'ils savent comment surmonter cela. Mais pour l'instant, en Afrique, justement, il y a des efforts à faire qui ne sont pas faits jusqu'à présent. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions dire aujourd'hui. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.